107.1. Ligne de conduite. Émilie Defay, Michael Tardu sur France Bleu 107.1. Madame, monsieur, en cette période de trouble que vous traversez, je sais qu'il est difficile de trouver les mots justes pour vous rassurer, pour vous réconforter. Comment ne pas se sentir sali par une telle affaire ? Qui aurait cru, franchement, qui aurait pu croire qu'un tel scandale éclate aux yeux de tous ? C'est vrai, vous ne pouvez pas imaginer le mal que nous nous sommes donné pour continuer à faire vivre dans l'ombre des lois un moteur historique. Enfant, qui n'a pas rêvé devant un tracteur puant et crachant une suie noire ou un poids lourd lancé à vive allure sur la mythique route 66, cachant dans son sillage le paysage de ceux qui regardaient vers l'avant. Et oui, c'est aussi de la faute de vos rêves, de votre faute si aujourd'hui ce moteur à explosion programmé peut-être à subsister jusqu'à nous. Ce n'est pas nous, fleurons d'une industrie automobile flamboyante, qui aurions pris le risque de mettre en péril notre crédibilité si votre gouvernement n'avait pas tout fait depuis 50 ans pour écouler des stocks et subventionner un carburant plus qu'un autre. Croyez-vous que notre entreprise, créée à une époque où la voiture du peuple faisait fureur, maintenue en vie par les sauveurs occidentaux pour relancer l'économie d'un pays ruiné par la guerre, aurait pris le risque de vendre des véhicules polluants si ça n'en valait pas la peine ? Les normes sont telles qu'il nous serait presque impossible de vendre de telles voitures sans nous abaisser à quelques tricheries qui soit. Et franchement, 40 fois plus de polluants, de plus ou de moins, ce n'est pas grand-chose. On parle que d'1 million de véhicules pour ces 40 millions d'automobilistes que défendent certaines de vos associations. Et puis, remettez-vous un peu en cause. Ne dit-on pas que le client est roi ? C'est vous qui les avez achetés, nos voitures. À qui la faute si vous êtes suffisamment crédule pour croire que l'air qui sort de nos véhicules est plus pur que celui qui y entre ? Ce n'est pas nous qui nous enfermerions dans la même pièce qu'un de nos véhicules. Nous laissons ça à vos constructeurs. Il faut ouvrir les yeux parfois. Ça suffit pour constater la vitesse à laquelle noircissent vos villes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre d'ailleurs, et il nous semble que vous en manquez cruellement. Ceci étant, au nom d'un empire capitaliste en péril temporaire, nous vous présentons nos plus plates excuses et nos sincères condoléances. Un ami qui vous veut du bien. Post-scriptum, depuis l'écriture de cette lettre provocante, la direction a opéré à des changements stratégiques et se dégage désormais de toute responsabilité quant aux mots ci-dessus. Bonjour Émilie Defay. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du scandale du diesel qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que nous allons essayer de voir en tout cas aujourd'hui avec nos invités en se posant cette question simple. Quel avenir désormais pour le diesel ? Le décor est donc planté, nous reviendrons sur le diesel et le gasoil en chanson aussi à travers un quiz diesel ou pas diesel. Qui a chanté ou non ce carburant ? Rendez-vous d'ici un quart d'heure. Puis n'oubliez pas non plus l'actu mobilité, des infos qui avancent. Ligne de conduite sur France Bleu 107.1. Pour nous accompagner autour du diesel, Émilie Defay, 3 invités que nous découvrirons avec vous. Nous découvrons effectivement Fabrice Godefroy. D'abord, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des dieselistes de France. C'est quoi, une association, un lobby Alors c'est une association qui représente les réparateurs des systèmes d'injection. Alors avec une spécialité, c'est le diesel, mais ils ne font pas que du diesel. Ils réparent aussi de l'injection essence, de l'hybride, enfin tout type de véhicule. Mais c'est clair que vu que le marché est quand même très porteur au niveau du diesel, il fallait des spécialistes. Donc le spécialiste, c'est les dieselistes. Les dieselistes, voilà. D'accord. Les dieselistes qui tenaient cette semaine leurs états généraux, comme tous les ans. Tout à fait. Ouais. On essaye effectivement de soutenir ce métier de dieseliste en termes de communication et en termes techniques, parce que c'est un métier qui demande véritablement des investissements à la fois très importants en technique pour pouvoir les réparer et des formations très importantes. Donc on a vraiment besoin de les informer. Voilà. D'accord. Bon, et c'est peut-être compliqué dans la période actuelle. On aura l'occasion d'en reparler, mais on va en reparler certainement. Tout à fait. Avec nous également François Queneau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission qualité de l'air chez Transport et Environnement. C'est une fédération d'associations au niveau européen, oui, c'est une ONG européenne, donc il y a environ une 50aine de membres dans tous les pays de l'Union européenne. Donc on a fêté nos 25 ans il y a quelques mois, donc c'est une organisation qui dure quand même et qui a une réputation à la fois de rigueur et de lobbying, puisqu'on fait avant tout essayer de défendre la cause de l'environnement pour tout ce qui est transport dans toutes les législations européennes en cours et à venir. Et le diesel, c'était un sujet bien avant le scandale Volkswagen pour nous. Oui, on avait déjà pas mal de données, on y reviendra certainement. On avait déjà on avait fait un constat assez sévère sur les performances du diesel en conditions réelles de fonctionnement. Et aujourd'hui, le scandale Volkswagen a éclaté et a exposé tout ça au grand jour. Avec nous également, on a le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dreyfus aujourd'hui. Bonjour. Moi, je suis chargé du fonctionnement du rire, des sentiments, de l'humeur, ce qui est très, très performant quand même. Voilà, et c'est très important de le garder. Il n'y a pas beaucoup de gaz d'échappement là. Non, pas de pollution, c'est bon pour la santé. Non, j'arrive à retenir l'épée et tout. Vous savez, il y a ce fameux pétomane, à l'époque, ça a été un gros problème. Ouais. Mais il a fait un tabac quand même. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire chez vous, là, au milieu du diesel? Vous êtes venu nous en parler. Pour aller à mon théâtre splendide, il faut que j'y aille en voiture.
Ah ben, justement. Même pour venir ici, ça a été une galère quand même. En taxi, on précise. Vous avez une voiture, vous? Oui, j'ai 2 voitures. J'en ai une, parce que j'aime beaucoup les voitures, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai une petite Smart, parce qu'à Paris, il n'y a rien de mieux quand même, pour l'instant. Je la voulais électrique, mais je ne suis pas dans des endroits où je peux la brancher facilement, donc elle est quand même économique, elle s'arrête au feu rouge et tout, elle est propre. Et puis j'ai une très belle voiture où j'ai craqué quand je tournais le film avec Jean-Pierre Mocky, Le Deal. On nous avait prêté un espèce de 4x4 pourri, de blaireau, très très moche. Et dans la vitrine, dans la boutique, il y avait une Jeep que j'ai rachetée, qui est un collector parce que c'était l'année du Golf. C'était je crois en 92, donc il n'y en a eu que 1200. Il y a un bouquin là-dessus. Elle est très belle. Elle n'est pas diesel non plus. Elle est essence et elle boit beaucoup. Voilà. Et si vous êtes avec nous, c'est notamment parce que vous êtes à l'affiche du Chant des Oliviers. C'est splendide. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de raconter ça aussi. Votre promo quand même, sinon on va votre attaché de presse. Oui, le Chant des Oliviers, c'est une très jolie pièce qu'on a créée à Avignon avec grand succès, puisqu'on avait une liste d'attente tous les jours. J'espère qu'on aura une liste d'attente à Paris. On vient de commencer, là, pour l'instant, tout va bien. Une création de Marilyn Ball, qui est l'auteur, avec Julia Duchossois, qui est la jeune actrice, et avec moi, il y a un jeune couple, et Frédéric Kiring. La mise en scène est une jeune metteuse en scène qui s'appelle Anne Bouvier, et il y a un vieillard, c'est moi, Jean-Claude Dreyfus, voilà. Qui fait le vieux, en fait. Eh ben, bienvenue en tout cas ici sur Ligne de Conduite sur France Bleu 107.1. On va ensemble revenir sur le diesel, son avenir aujourd'hui, et puis nous allons avant tout tourner quelques pages de l'actu mobilité avec vous, Émilie. Ligne de conduite sur France Bleu 107.1. Et l'actu mobilité avec vous, Émilie Defay, c'est l'heure de revenir avec au sommaire aujourd'hui Nirvana, une appli pour les voyageurs pressés. Et tout d'abord, du nouveau sur les routes. Oui, ou plutôt au bord de l'autoroute où Vinci poursuit son développement de bornes de recharge électrique rapide. Elles permettront de remplir sa batterie à 80% en 30 minutes. Alors en septembre, 7 nouvelles bornes ont été installées en Rhône-Alpes notamment. C'est un déploiement qui fait partie du projet Corridor et l'objectif c'est de développer l'usage de la voiture électrique en dehors de la ville en permettant justement de charger sa voiture sur une aire d'autoroute. Et pour recharger les voitures, les Anglais, eux, développent les routes électriques. Oui, des autoroutes capables de recharger les véhicules en mouvement qui passent dessus. Alors ça fonctionne en fait par induction électromagnétique, comme vos plaques à induction dans la cuisine à peu près. Un système qui permettrait d'atteindre une autonomie de 500 km, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui. Alors les premiers tests commenceront d'ici 2017 outre-Manche. Et si ça fonctionne, le problème ensuite ce sera sans doute le coût, puisque c'est estimé à 23 millions d'euros du kilomètre. Ah, petite application alors utile maintenant, Émilie, pour ceux qui prennent les transports. Ouais, qui n'a pas râlé en descendant de sa rame de métro en se rendant compte que la sortie était à l'autre bout du quai. Alors moi, j'avoue, c'est le genre de choses qui m'agace. Je me dis, mais tout ce temps que je perds, si seulement je savais où me mettre dans le métro pour être pile en face de la sortie, eh bien, une application va résoudre tous mes problèmes. Ça s'appelle le Bon Wagon. C'est simple, en fait, on saisit son itinéraire et l'appli nous propose automatiquement la bonne voiture qui correspond à la sortie la plus proche ou aux correspondances qu'on doit prendre. Alors, ça peut paraître un peu dérisoire, mais on peut gagner quand même de 5 à 15 minutes sur les longs parcours. En plus, c'est gratuit et ça fonctionne sans connexion Internet. Voilà, ça s'appelle on aura l'air malin si dans le train, vous savez, en général, c'est la voiture 2, elle est carrément à l'autre bout, à un quart d'heure de l'entrée. Et ben voilà. Ça changera rien avec une application. Ça changera rien pour le train, effectivement. Et puis on peut pas mettre tout le monde dans le même wagon. Oui. C'est Nirvana là. Qu'est-ce que ça vient faire dans le journal de la mobilité, Émilie ? Eh bien, figurez-vous que ce pourrait être la bande-son de la prochaine pub pour la Fiat 500. Alors, c'est un choix qui peut paraître surprenant. L'univers de Nirvana ne colle pas forcément avec l'image de la petite voiture italienne. Mais en fait, c'est une décision qui a été très réfléchie puisque pour la choisir, le constructeur a carrément commandé une étude à des chercheurs américains. Le but, en fait, c'était de savoir quelle était la chanson la plus emblématique de tous les temps. Et c'est donc celle-ci, Smells Like Teen Spirit, qui est arrivé en première position, suivi pour votre information de John Lennon, pour Imagine, One de U2 ou encore Billie Jean de Michael Jackson. En fait, le point commun de toutes ces chansons, c'est qu'il y a peu d'accords et autour de 120 battements par minute. Voilà, c'est ce qui explique leur efficacité, même si vu ça comme casse ça, tout l'univers musical, voilà, ça le perd charme un peu de son et tout. charme. Bon. Mais voilà, c'est une étude scientifique. Nirvana donc. Réaction autour de la table avec nos invités. Fabrice Godefroy, ces actualités mobilité.
Le Qu'est-ce métro, que ça vous inspire l'électricité peut-être, l'énergie, ça vous inspire plus? L'électricité, oui, effectivement, oui, ça m'inspire un peu plus parce qu'en fait, on essaye de nous faire croire qu'on pourrait remplacer éventuellement tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. D'ailleurs, il faudrait peut-être pas appeler ça un véhicule électrique, il faudrait peut-être plutôt appeler ça un véhicule nucléaire ou un véhicule à charbon. Et là, dans ce cas-là, quand on se positionne de cette façon-là, c'est peut-être un petit peu différent. Voilà, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Remarque. François Queneau? Non, moi ce que je trouve regrettable, c'est l'étude qu'a fait Fiat, qui a dû dépenser beaucoup d'argent pour faire une étude juste pour trouver leur musique de publicité, alors qu'ils réchignent à dépenser quelques euros de plus pour qu'ils aient des véhicules un tout petit peu plus propres. On pourra aussi y revenir avec le cas Volkswagen. Ouais. Jean-Claude Dreyfus, c'est le métro, vous, qui vous amuse beaucoup Non, pas nécessairement. Je prends pas le métro. Mais non, mais j'ai des applications, c'est un peu des applications qui n'ont aucun intérêt. Une de plus. Il y en a pour tout et n'importe quoi. Téléphone en plus. Non, mais pour revenir à la voiture électrique, moi j'aimerais bien une voiture électrique, mais effectivement, il y a derrière tout un élément qui va coûter une fortune aussi, etc. Puis de toute façon, dans nos immeubles, on n'a pas de prise, et puis je peux pas me permettre d'avoir une voiture électrique qui va tomber en panne au bout de 10 minutes. Bon, le message est C'est clair. pas au point. Non, mais le code de l'habitat maintenant. Vous êtes des spécialistes, moi. Oui, Pourquoi on va pas aux voitures qui sont mixtes avec un petit moteur de hybrides rechargeables. de soleil qui recharge la batterie. Au moins on dépense. Pourquoi on fait pas ça? Ça existe, c'est effectivement les hybrides rechargeables, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un moteur thermique et à la fois un moteur électrique. Voilà, et on pollue moins et on se recharge nous-mêmes, non? Un petit peu moins. Un moteur de soleil, tu plus moins comme avec un moteur de bus. Ça dépend de la consommation, ça dépend de l'utilisation. C'est-à-dire que sur autoroute, le moteur électrique, il se met pas en route, donc c'est surtout du thermique qui fonctionne. Donc, et puis comme la batterie est plus lourde, le véhicule est plus lourd. Donc en termes de CO2, en termes de CO2 et de valeur énergétique, il y a une différence. Il y a que dans les cochons qu'on est au point dans les batteries. Là. Bon, on va parler ensemble du diesel, puisque c'est le thème aujourd'hui de Ligne de conduite. France Bleu 107.1, Ligne de conduite avec Émilie Defay et Michael Tardu. Alors pour tout vous dire, Émilie Defay, on avait prévu ce numéro de ligne de conduite sur le diesel avant le scandale Volkswagen. Évidemment, ces révélations ont un peu changé l'orientation de l'émission. Ça va sûrement bouger entre son enregistrement et sa diffusion, puisqu'on enregistre toujours un petit peu en avance. Alors pour commencer, on va vous demander, Émilie Defay, ce qui vous inspire, à vous aussi, cette tricherie. Est-ce que vous inspire cette tricherie du constructeur allemand sur les tests de pollution? Je ne sais pas lequel de vous souhaite répondre pour commencer. Moi, je vais bien démarrer. Effectivement, bon, c'est une catastrophe pour Volkswagen, c'est une catastrophe industrielle d'ailleurs. Pour l'univers des dieselistes que vous représentez aussi? Non, parce que bon, ça c'est un autre problème, mais même au niveau industriel, c'est vraiment une catastrophe parce qu'on a l'impression que ça va être une problématique uniquement allemande, mais ça va avoir des répercussions énormes même sur l'économie en France, parce que quelque part derrière, il y a aussi des sous-traitants, des équipementiers qui fabriquent pour Volkswagen, et en ce moment, nous on les côtoie assez régulièrement, et en ce moment, ils vont être au chômage technique. Parce que ça va ralentir les ventes évidemment de Volkswagen, et tous les fabricants qui fabriquent des systèmes, des embrayages, des systèmes de freinage et tout, des kits de distribution qui vendent notamment à Volkswagen, là actuellement ils se posent beaucoup de questions et c'est un peu problématique. Et puis pareil, je me mets à la place des concessionnaires qui vont recevoir tous ces véhicules pour les remettre aux normes. Je vous dis pas le boulot qu'ils vont avoir et qui va payer la facture, ça c'est encore autre chose. Donc pour les vendre, pour convaincre les clients. Et puis même je vais même plus loin, c'est que les clients qui ont actuellement un véhicule diesel, un véhicule donc Volkswagen, parce que c'est plutôt ça qui est touché. Pour eux, ils se posent beaucoup de questions. Alors, mon véhicule, quand est-ce que il va falloir que je le remette en concession? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va me prêter une voiture? Est-ce que ma voiture va encore avoir une valeur vénale derrière? Enfin, c'est beaucoup de questions, donc c'est vraiment une catastrophe. Oui, tout à fait, c'est clair. François Queneau, vous avez peut-être pas le même point de vue? Chez Transport Environnement, c'est pas une surprise? Pour nous, ça a été une demi-surprise. Enfin, nous, on avait déjà fait le constat, donc quelques jours avant que l'affaire Volkswagen n'éclate, on avait publié un rapport où on montrait clairement sur une trentaine de véhicules qu'on avait pu tester ou qu'on avait fait tester en conditions réelles. On avait fait ce constat que les émissions donc des oxydes d'azote, donc le polluant pour lequel Volkswagen a été passé, le véhicule moyen émettait 5 fois plus de NOx qu'en laboratoire. Donc voilà, a priori c'est un seul véhicule sur 10 respecter la limite en vigueur dans ces conditions réelles. Donc c'est totalement inacceptable. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que ce soit le consommateur qui paye, puisque celui qui a été floué, il a acheté un véhicule pensant qu'il correspond aux normes, alors qu'il y avait un logiciel espion. Et comme ce qu'a dit M. Godefroy, c'est qu'aujourd'hui, pour la Suisse, par exemple, a mis en place une interdiction de vente, d'importation, d'exportation et de revente de ces véhicules qui ont été touchés par le scandale Volkswagen. Le Royaume-Uni parle de le faire aussi.
Pour nous, ce qui est un peu surprenant, c'est que ça a éclaté aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la part du marché diesel est infime, c'est quelques pourcents de part du marché, alors que c'est plus de 50% en Europe. Et que les institutions européennes n'ont rien vu venir, enfin ni les États membres d'ailleurs, et que si vraiment il y a un problème diesel, c'est vraiment en Europe et pas aux États-Unis. Jean-Claude Dreyfus, qu'est-ce que je vous dis là-dessus? Moi, je sais rien. Vous avez suivi cette actualité Qu'est-ce ou que pas? ça vous a inspiré Oh bah, il y a tromperie, j'ai réglé tout ça. Non mais je veux dire, un jour j'ai été convoqué pour faire une publicité pour la marque Volkswagen, et ça s'est très mal passé déjà, je vais vous dire. C'est très mal passé parce qu'il paraît que je prononçais pas bien le mot. C'est pas facile, hein. Volkswagen, j'ai fait 50 fois, et je suis parti en claquant la porte après, parce qu'il m'emmerdait. Donc il y avait un problème de postillonnage sûrement, qui allait contaminer le micro, je sais pas, j'en sais rien. C'était les chieurs, de toute façon. Non, mais la tromperie, c'est quand même grave. La tromperie, quand même, tue des gens. Les émissions de polluants, c'est quand même un impact sanitaire assez élevé. Donc il faut pas. Seuls aussi. Hein? Est-ce les seuls? Ça va ouvrir d'autres portes. C'est sûr. Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose, Fabrice Godefroy, aujourd'hui. Est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg? Est-ce qu'on va pas découvrir d'autres choses? Non, mais là, je pense que c'est vraiment un cas particulier. Il faut pas en faire une généralité. Bon, déjà, Volkswagen voulait s'introduire sur un marché américain qui est évidemment pas culturellement très tourné diesel. Donc, ils ont voulu s'implanter. En plus, on sait très bien que les normes à la fois euro, quand on compare les normes euro et les normes américaines, il y a une différence entre les deux normes. Et c'est vrai qu'au niveau des oxydes d'azote, les Américains étaient beaucoup plus drastiques que l'Europe. Et en plus de ça, ils ont voulu s'implanter maintenant il y a 3-4 ans. C'était pas pendant la norme Euro 5. Et donc, effectivement, le problème des oxydes d'azote n'avait pas encore été réglé véritablement avec les normes Euro 5 parce que c'est réglé plus particulièrement sur la norme Euro 6 actuellement. Donc, je pense que c'est un cas particulier. Il faut pas en faire une généralité. C'est un peu, je vais faire un parallèle qui est un petit peu, dérangeant. C'est comme si on disait qu'il y a des cas de dopage chez les sportifs et puis que maintenant, on va dire que tous les sportifs de haut niveau sont dopés. C'est ce qu'on dit quand même des fois, malheureusement. Ça n'engage que vous, ça n'engage que vous. Mais bon. C'est pas moi qui le dis. Mais bon, si c'est ça, c'est quand même une catastrophe, quoi. Et dans moi-même cycliste, on a vu qu'il y a une génération de cyclisme qui a quand même été particulièrement sale. Et comme on a pris le plus fort en dernier, alors que là on a pris le plus fort en premier, c'est le Volkswagen. François Créneau, du coup, la légitimité des tests lancés par Ségolène Royal, vous en pensez quoi? Bon, on attend de voir un peu les premiers résultats et la procédure en détail. On n'a pas eu toutes les informations encore. Il faut déjà chercher où il faut. À mon avis, les premières infos que j'ai, ils vont faire des tests assez simples. Ça reste à confirmer. Mais bon, faut être sûr de bien tester les véhicules en conditions réelles et pas seulement sur piste d'essai, ce qui a priori est le cas. Nous, avec nos membres, le RAC et FNE, France Nature Environnement, donc on est impliqués dans cette commission et on va suivre ça de très près. Bon, ensemble, on va respirer autre chose, de la musique, sur France Bleu 107.1. La musique et du diesel, donc à faire quand même. Ligne de conduite sur France Bleu 107.1. Diesel, gasoil qui remplit nos réservoirs, qui est également présent dans la culture populaire, dans la musique notamment. Il fait des apparitions assez récurrentes d'ailleurs. On va jouer, je vous propose, autour de sa présence ou non dans les chansons. C'est l'heure de notre quiz diesel ou pas diesel. Le principe, c'est très simple. Je vais vous donner le nom d'un artiste, vous allez me dire diesel ou pas diesel, et puis on va vérifier en musique ce qu'il en est. C'est clair ? Oui. Première pour ça a l'air tester. surprenant comme ça. C'est surprenant. Non, mais c'est une première. On teste, on fait des essais. Si je vous dis Louis Chédid, diesel ou pas diesel, à votre avis? Diesel. Ouais, diesel. Bien vu. Bidon de gasoil, au bidon de gasoil, diesel ou sans temps, indice d'octane. Louis Chédid, donc qui chante Bison de gasoil. Didier Super, diesel ou pas diesel? Pas diesel. Bah si. Super. J'en ai rien à foutre. Avec sa chanson, j'en ai rien à foutre. On a battu les Irakiens, alors pourquoi c'est si cher le gasoil? Ça fait chier. Voilà, c'est du Didier Super dans toute sa splendeur. J'avoue, je connaissais pas. Mais en fait, faut pas connaître. Ça pollue là quand même. Voilà, vous m'avez enlevé ma chute, Jean-Claude Dreyfus. Mince. Je la garde, j'espère qu'on aura oublié d'ici tout à l'heure. Michel Sardou, diesel ou pas diesel? Sûrement, oui. Oui, peut-être qu'il en avait pas mal, mais par contre, il chante plutôt le pétrole. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Ça a mal vieilli, hein. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. Et si on termine avec la musique, un peu de vraie musique. Eric Clapton, diesel ou pas diesel? In English, oui, en anglais, évidemment. Du coup. Franchement, je ne sais pas. On peut pas vérifier en musique, mais la chanson, c'est une instru, elle s'appelle Peaches and Diesel. Eh oui, pêche et diesel. Cherchez l'association. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la réponse. En plus, il y a pas de parole, donc on peut pas savoir ce que c'est. Il y a pas d'explication de texte. Donc c'est juste ce titre. C'est la façon dont il est habillé.
Peut-être. Diesel, c'est une marque aussi. Ça aurait pu marcher aussi. D'ailleurs, ils ont eu des soucis parce que la marque Diesel est associée aussi au carburant. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même une société de diffusion de jeux, de production de jeux vidéo aussi, qui est aussi sous la marque Diesel. Donc ils ont remis tout à plat et il y a eu un jugement en leur défaveur puisque le diesel reste le carburant. Donc ils ont dû associer d'autres noms, d'autres mots à la marque. Voilà, Diesel pour les autres produits dérivés. Alors Diesel ou pas, on va continuer avec la suite de la playlist qui ne pollue pas que nos oreilles, ou au pire nos oreilles. Jean-Claude Desfrusses. Rendez-vous dans à peine 20 minutes sur France Bleu 107. France Bleu 107. Ligne de conduite. Émilie Defay, Michael Tardu sur France Bleu 107.1. Bon, la question qu'on va se poser maintenant, Émilie Defay, c'est le diesel peut-il être propre ? Oui, effectivement, c'est la question qui a été soulevée après le scandale Volkswagen. C'est ce que nous vendent les constructeurs depuis plusieurs années, un diesel propre ou plus propre. Fabrice Godefroy, est-ce qu'on peut poser les choses en ces termes-là ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Diesel de France? Je pense que personne pourra vous dire qu'un carburant, quel qu'il soit, est propre, totalement propre. Je pense que c'est impossible. Le but, c'est d'essayer d'arriver à le faire le plus propre possible, et avec des normes qui soient de plus en plus drastiques. C'est le cas, parce que bon, on a des normes quand même européennes, notamment avec les deux révolutions, c'est-à-dire la norme Euro 5 depuis 2010-2011 et la norme Euro 6 qui est arrivée donc en 2016. Et c'est vrai que ces normes demandent des diminutions de pollution qui sont quand même importantes. Alors après, les contrôles, ça on peut en reparler. Mais bon, les normes, elles sont là et elles sont drastiques et elles demandent aux équipementiers et aux constructeurs de trouver des solutions de dépollution pour justement dépolluer. Donc voilà. Après, quand même, quand on regarde les normes, on s'aperçoit maintenant, c'est là où c'est un peu énervant pour le diesel, c'est qu'on arrive maintenant à des taux de pollution qui sont équivalentes à l'essence, même voire même moins, parce qu'en somme des polluants, on s'aperçoit même que le diesel est même moins polluant que l'essence. Et alors, il y a le problème effectivement de la pollution, mais aussi les problèmes des CO2. Et là, par contre, un diesel dépense 20 à 25% de moins que d'essence en CO2. Donc, il y a aussi, il y a aussi un côté positif au niveau du diesel, quoi. Voilà. François Queneau, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça ou un peu dubitatif? Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'énergie propre. Hein. L'énergie la plus propre, c'est celle qu'on consomme pas. Donc voilà, si on veut vraiment être totalement propre, il faut privilégier l'efficacité énergétique. Après, le diesel propre, à mon avis, c'est possible. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs veulent pas adopter les technologies adéquates, ou ils le font, mais alors ils les font pas fonctionner en permanence ou seulement en conditions de laboratoire. Oui, les normes se rapprochent. Le problème, c'est pas les normes. En laboratoire, le véhicule, il est propre. Le problème, c'est dans la vie réelle, il est pas propre parce que les systèmes de dépollution sont désactivés. Mais pour quelle raison Pour ne pas perturber. J'ai eu une citation en off d'un constructeur. Il veut pas perturber le consommateur pour pas qu'il aille faire le plein d'un additif régulièrement en concession, pour pas avoir besoin de faire un réseau de distribution duré. Donc c'est l'additif nécessaire pour faire fonctionner ces filtres anox. Voilà, donc pour pas froisser le consommateur, on préfère polluer plus. Donc ça, c'est totalement inacceptable aujourd'hui. La question de la pollution, quand vous changez de voiture, j'ai l'impression que c'est une question que vous vous posez, Jean-Claude Dreyfus, puisque vous me disiez quand vous avez acheté votre Smart. Oui, j'ai une voiture neuve qu'on me change tous les 2 ans, donc elle évolue en même temps. Donc pour rallier ce que disent ces messieurs, tout est relatif. C'est comme le bio, quoi. Il n'y a plus beaucoup de bio. Il y a de la culture raisonnée, hein, c'est pareil. On peut pas. Tout est pollué de toute façon. Donc. Oui. Émilie Defay. Oui, pour revenir sur les impacts sanitaires des polluants qui sont issus du diesel. Donc ça, c'est une préoccupation pour vous, évidemment. Oui, bien sûr. Il y a 4 pays européens qui ont été mis en infraction par la Commission européenne pour dépassement des seuils de NO2, donc en concentration, donc en ville, et principalement proche des axes de trafic. Et le principal contributeur de ces dioxydes d'azote, ce sont les véhicules diesel, qu'ils soient légers ou lourds, les bus, les camions, mais aussi les voitures diesel. Donc, il faut vraiment aujourd'hui, les pays membres doivent agir pour faire baisser ces concentrations, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 400 000 morts prématurées par an en Europe dues à la pollution de l'air. Fabrice Godefroy, on le disait, on peut faire mieux. Il y a ces additifs qu'on peut rajouter. Le problème peut-être, c'est que ça coûte cher, pour les constructeurs et pour les voitures, du coup, toutes ces nouvelles technologies pour limiter les polluants. Oui, effectivement, c'est des outils qui sont coûteux, c'est évident. Bon, d'un autre côté, l'évolution est tellement rapide qu'ils ont réussi à amortir certaines autres technologies qui leur coûtaient cher. On est passé du diesel avec des pompes d'injection, à de l'injection directe, au common rail, à l'injecteur pompe. Bref, ça évolue. Mais tout ça, ça finit par s'amortir. Donc, fur et à mesure, tous les systèmes de dépollution devraient arriver à
être rentable au bout d'un moment. Parce que ceci dit, on arrête quand même le diesel. Beaucoup de constructeurs arrêtent le diesel sur les petites voitures, les petites citadines. Ouais, mais ça c'est un autre problème. Ouais, pour moi c'est un autre problème ça, parce qu'en fait effectivement, il y a une chose qui est certaine. Nous, on n'est pas à 100% pour le diesel. Nous, nos thèmes, c'est de dire qu'il faut que les gens achètent un véhicule par rapport à un type d'utilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui roule en intramuraux, il a certainement intérêt à acheter un véhicule électrique, c'est intéressant. Et un petit véhicule, comme vous disiez tout à l'heure, une Smart par exemple, c'est clair que c'est plus adapté. Quelqu'un qui fait 5 000, 10 000 km par an, l'essence est adaptée. Après, le problème, c'est que quand on est un gros rouleur, qu'on fait 15, 20 000, 30 000 km par an, on aura toujours intérêt à acheter un diesel. Pourquoi ? Parce qu'il consomme 20% de moins qu'un essence de même cylindrée. Donc il y a un moment, même si demain, et là-dessus, j'en finis juste là-dessus, même si demain on voulait relever les taxes, c'est-à-dire que l'essence et le diesel soient au même prix à la pompe, il y aurait encore un intérêt en termes de consommation parce qu'ils consomment 20% de moins. Donc voilà, c'est clair. François Queneau, vous vouliez réagir sur lesquels je voulais rebondir, c'est d'abord le fait que le diesel consomme moins de CO2, c'est vrai, mais aujourd'hui le coût du véhicule diesel est beaucoup plus cher que le coût du véhicule essence et se rapproche de l'hybride essence. En fait, on voit que l'hybridation essence, le coût d'un véhicule hybride est en train de diminuer fortement. Le coût du véhicule diesel est en train d'augmenter de par ces systèmes de dépollution qu'on doit mettre de plus en plus en place. Et aujourd'hui, on arrive pratiquement, j'avais regardé pour une gamme de véhicules qui ont à la fois des variantes diesel et essence, donc la marque Toyota, hybride essence. Il y a un écart en moyenne dans les principaux marchés européens de 500 €. Avec les technologies aujourd'hui, avec les prochaines technologies diesel, ça va augmenter. L'hybride essence, on est pratiquement à égalité. Et là, le CO2 du hybride, il est meilleur. La performance environnementale est meilleure. Voilà. La fiabilité est meilleure a priori. Les enquêtes de fiabilité montrent que l'hybride est plus fiable que le diesel. Voilà, aujourd'hui, à mon avis, il n'y a pas vraiment ce débat. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, c'est plus maintenant des gros véhicules qui sont plutôt en diesel et justement des petits véhicules qui sont plutôt essence. C'est exactement pour ce que vous venez de dire. Mais voilà. On y reviendra d'ailleurs dans les prochaines minutes. On se posera notamment dans la prochaine demi-heure 2 questions. L'avenir du diesel et surtout, est-ce qu'il faut l'interdire ou non? Au transport en commun. On a la chance maintenant que les bus, ils ont leur allée et puis nous, l'allée à côté. Mais quand parfois vous êtes derrière un bus, vous êtes asphyxié quand même. C'est prévu qu'il passe au bus pour qu'il soit électrifié ou utiliser des moyens mais 2025. moins pollués. On n'y est pas encore. À Paris, oui, effectivement. À Paris en 2025. Vous vous rendez compte, on n'est même pas en 2000. On est en 2015. Non, vous pouvez aller à Lyon, il y a beaucoup de trolleybus, donc reliés par câble et ça marche très bien. Voilà. La suite de Ligne de conduite, juste après votre flash infotrafic. Retrouvez Ligne de conduite en podcast sur francebleu.fr. France Bleu. Ce soir, la France affronte les All Blacks. France Bleu vous fait vivre en direct ce match de la Coupe du Monde de rugby. Dès 20h30, nous irons à la rencontre des supporters partout en France. À 21h, suivez le match en direct avec vos réactions sur les réseaux sociaux. France All Black au plus près des supporters, ce soir dès 20h30 sur France Bleu. Parce que vivre l'hôpital, c'est d'abord vivre. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a créé Plus de Vie pour apporter plus de vie aux personnes âgées hospitalisées. Se lever le matin avec quelque chose à faire, ne plus rester allongé 20 heures par jour, avoir des loisirs. Quand on est âgé et à l'hôpital, la différence entre la vie et la survie tient souvent à des choses simples. Pour Plus de Vie à l'hôpital, donnons à Plus de Vie. Envoyez vos dons à Plus de Vie, 13 rue Scipion, 75 005 Paris ou sur plusdevie.fr. Avec France Bleu 107.1 et la page Transport du Parisien, on fait la route ensemble. France Bleu 107.1, le flash infotrafic de 15h30. Et ça roule bien en Ile-de-France cet après-midi. Vous ralentissez seulement un peu sur la 86 extérieure de Maison-Alfort à Rosny-sous-Bois et sur la 6 au sud quand vous allez vers Paris depuis Vissou et dans le sens inverse de Vissou jusqu'à Chilly-Mazarin. Attention, une moto en panne sur la 14 en direction de la province entre Courbevoie et Nanterre. Prudence donc si vous êtes dans le secteur. Sinon dans les transports c'était ralenti sur le RERD entre Paris et Melun après la découverte d'un corps sur le quai de la gare de Lyon. Mais ça reprend tout doucement depuis 5 minutes. Trafic ralenti également sur le tramway T1. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu 107.1. Ligne de conduite. Émilie Defay, Michael Tardu sur France Bleu 107.1.
Ce samedi dans Ligne de conduite sur France Bleu 107.1, le magazine de votre mobilité revient sur le diesel. Nous sommes avec Émilie Defay et 3 invités. 3 invités, Fabrice Godefroy, président de l'association dieseliste de France, qui représente notamment tous les réparateurs du diesel. Le réparateur du diesel qui travaille sur ce moteur. François Queneau, chargé de mission qualité de l'air chez Transport et Environnement, qui est une ONG au niveau européen et qui défend la qualité de l'air, l'environnement de manière générale. Et puis Jean-Claude Dreyfus, à l'affiche en ce moment du Chant des Oliviers au Théâtre du Splendide. Et vous savez, c'est à 19h. À l'heure de l'apéro, c'est quand même le meilleur carburant. Surtout pour parler de cette histoire de restaurateur. Absolument. C'est bon moment. Un restaurateur un peu déchu qui est à la retraite et qui reçoit sa filleule. Il y a un secret de famille, donc on ne va pas rentrer dans le secret. Et sa filleule arrive avec un mari, un futur mari, qui est libanais et qui fait de la cuisine moléculaire. Ça m'arrange pas du tout ça. Ça vous plaît pas, la modernité. On rit beaucoup et on est très bouleversé et ému à la fin aussi. Rendez-vous donc au Splendide du mardi au samedi à 19h, vous le disiez, Jean-Claude Dreyfus. Quel avenir pour le diesel? Réponse au fil de cette demi-heure, mais tout dépendra aussi de nous, consommateurs, Émilie. Oui, et c'est ce qu'on va voir dans le reportage. On va s'intéresser aux consommateurs et notamment aux clients de Volkswagen. On en a parlé un peu au début de l'émission, ils se retrouvent un peu floués, ils sont très en colère, vous les entendrez. C'est au programme de cette nouvelle demi-heure, la suite de notre jeu musical diesel ou pas diesel avec le gasoil en chanson dans 15 bonnes minutes. Ligne de conduite sur France Bleu 107.1. La question que l'on va poser, comme ça ce sera fait, faut-il interdire le diesel, Émilie? C'est des choses qu'on a entendues depuis le scandale Volkswagen, qui était déjà dans l'air du temps avec les mesures notamment qui sont prévues à Paris. Fabrice Godefroy, quand vous entendez ça, Emmanuel Cos par exemple, la candidate Europe Écologie Les Verts à la région Île-de-France, qui dit il faut interdire le diesel après 2025, ça vous paraît une aberration? C'est utopique, oui, totalement, oui, c'est clair, oui. Après, je sais pas, il y a à peu près 20 millions de véhicules diesel sur le parc français, on va tous les mettre à la casse, ça doit être extrêmement écologique de les recycler, ça c'est clair. Non, je pense qu'il y a un moment, ce qu'il faut, c'est, on l'a dit dès le départ, c'est qu'il faut il y a des normes qui sont là, il faut que ces normes-là soient appliquées, contrôlées de la meilleure façon, et que derrière, ça sera la solution pour dépolluer le parc, c'est évident. Et après, ce qu'il faut, c'est que les véhicules soient régulièrement, accélérer le processus de renouvellement du parc. Voilà, ça c'est une des meilleures solutions. Et après, équilibrer essence, diesel, effectivement, et faire un mix, un cocktail de mobilité qui correspondent plus à un marché, et voilà, c'est plutôt ça. Qui soit moins déséquilibré que le pour transport environnement, il faut interdire le diesel? Le problème, c'est qu'il soit vraiment mis à égalité avec les autres technologies. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a eu une incitation réglementaire, fiscale depuis des décennies pour privilégier le diesel. Il faut vraiment arrêter ça. Voilà, c'est ça le problème. Les autres pays qui n'ont pas fait ce choix de l'incitation fiscale et réglementaire, on voit que le diesel n'a pas pris pour les véhicules légers. Donc c'est qu'il n'est pas performant a priori. Donc vraiment arrêter l'incitation fiscale, arrêter le laxisme réglementaire pour les véhicules diesel, et on verra après que le meilleur gagne. Est-ce qu'on nous prend trop la tête, Jean-Claude Dreyfus? Oui, mais je vais vous dire une autre chose. Madame Royale, faut-il arrêter le Nutella? Il y a beau avoir de l'huile de palme, on n'est pas obligé d'en acheter du Nutella, mais c'est quand même pas mal. Il y a l'ancien Nutella et le nouveau Nutella, c'est à peu près la même chose avec le diesel. L'ancien diesel et le nouveau diesel, c'est à peu près le même combat, oui, c'est vrai. Est-ce que, malgré tout, il faut l'interdire en ville, comme le prévoit Paris d'ici 2020? Ça, c'est pareil, ça vous paraît trop, Fabrice Godefroy? Je ne sais pas quoi répondre. Je vais répondre ce que d'ailleurs notre ministre de l'écologie a répondu, Ségolène Royal, c'est pas sérieux. Voilà, je la cite, c'est tout. C'est pas sérieux, voilà. François Queneau? Si on n'a pas le choix, si les véhicules diesel continuent à être comme des anciens véhicules diesel qui polluent toujours autant que les anciens, qui sont seulement bons en laboratoire, oui, il va falloir les interdire s'ils sont pas capables d'être performants en conditions réelles et en ville. Et comment vont faire les collectionneurs alors? Avec des vieilles voitures Ils les immatriculent en collection, ils ont le droit de faire quelques kilomètres par an, quelques milliers de kilomètres par an, et ça suffit pour eux. Tant mieux. Est-ce que vous le disiez, l'important, Fabrice Godefroy, pour le diesel, c'est de respecter son usage? C'est quand même peut-être un peu aberrant. Rien que le moteur diesel en ville, pour faire des petits trajets, ça correspond pas du tout à son usage, si? Alors c'est pas tellement le faire des petits trajets ou pas, c'est plus le nombre de kilomètres pour qu'il y ait un gain de consommation. Non. Non, parce qu'on dit que sur les petits trajets, le diesel pollue plus sur ces trajets-là. Et alors ça, vous voyez, ça fait partie des idées reçues et des idées préconçues. Parce qu'en fait, là, on confond avec le catalyseur. Le catalyseur, pour être efficace, là, c'est plus
tourner vers essence, il faut effectivement qu'il soit en température pour être actif. Dans le filtre à particules, il est actif dès le démarrage du véhicule. Après, il est vrai que pour se recycler, pour détruire les particules, il a besoin par contre de rouler à ce moment-là. Mais par contre, il est bloquant d'entrée ou en termes de particules directes, même sur des petits trajets. Mais il faut régulièrement rouler avec un diesel, c'est ça en fait. Ah bah il faut être un grand rouleur, c'est oui, ça, c'est clair, oui, c'est évident. C'est sûr que quelqu'un, de toute manière, qui a... Finalement, il y en a très peu en France de gros rouleurs, si. Ah bah il y en a beaucoup plus qu'on pense. Hein. Alors déjà, comment on fait pour les entreprises, oui, après, les commerciaux, les commerciaux, les artisans. Mais chez les particuliers en gros rouleurs. Bah, vous savez, le problème, c'est que bon, il y a effectivement le rouler tous les jours à Paris. On sait combien de temps ça dure, c'est quand même assez long. Et puis après, les gens, ils utilisent leur voiture pour partir en vacances. Donc, il y a combien de kilométrage du coup quand on dit gros rouleur? Alors, gros rouleur, nous, on estime qu'à partir de 15-20 000 km, ça commence à être vraiment intéressant d'acheter. Et pour mettre ça en perspective, la moyenne des kilométrages annuels en France, les enquêtes de mobilité montrent qu'on est à 12 000 km par an en moyenne. Donc a priori, pour la grande majorité des utilisateurs, que ce soit médian entre les deux. Ouais, tout à fait. La grande majorité des utilisateurs n'ont pas besoin d'un véhicule diesel. Voilà, c'est pour ça que c'est médian. Un équilibre 50-50 serait tout à fait plus équilibré, c'est sûr. Donc pas d'interdiction. Jean-Claude Dreyfus, gros rouleur, petit rouleur? J'ai un petit rouleur, un petit branleur, même. Non, mais moi je roule avec ma Smart dans Paris et je veux dire quand je pars ma Jeep dont je parlais tout à l'heure, elle est à la campagne, donc on fait les petits trajets et puis voilà, on va dans les vignes, on se balade dans les terrains où on peut se balader avec un 4x4 de toute façon. Et puis sinon, moi je me balade, je suis diesel un petit peu aussi, parce que je suis très camping-car quand je pars en tournée, je suis très camping-car. Et là évidemment, quand je pars en tournée, on fait du kilomètre. Et c'est quand même plus économique. Oui. Je vais pas en ville avec mon camping-car. Là, c'est sûr Sauf que tourner, je suis obligé de rentrer en ville pour aller près du théâtre. Malgré tout, je suis pas toujours sur les routes. On retombe sur une carburation, un véhicule pour un usage. Oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc, oui, aujourd'hui, il faut un peu passer au-delà du paradigme de la propriété du véhicule. Aujourd'hui, on voit que chaque personne veut détenir son propre véhicule. Ce qu'il faut faire demain, c'est passer au véhicule partagé. En ville, ça change beaucoup. Autolib à Paris, dans d'autres villes en France. Il faut vraiment passer ce paradigme de je veux mon véhicule pour moi et vraiment passer de la mobilité propriété à la mobilité partagée. Ensemble, on va aller à la rencontre justement des utilisateurs, des consommateurs et notamment ceux qui possèdent actuellement une Volkswagen. France Bleu 107.1, ligne de conduite avec Émilie Defay et Michael Tardu. Comment vous le dites, Jean-Claude Dreyfus? Volkswagen. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça leur plaisait pas. Je sais pas. Il est temps d'aller voir maintenant. C'est peut-être mon nom. Il y avait peut-être un problème avec mon nom. C'était il y a quelques années. On sait jamais. Il est temps d'aller voir Émilie Defay maintenant ce qu'en pensent les premiers concernés donc de ce diesel, les automobilistes donc qui possèdent une Volkswagen ou une voiture de la marque. Oui, effectivement, on estime qu'en France, 1 million de voitures pourraient être concernées par la tricherie de Volkswagen. Alors celle d'Ahmed, chauffeur de taxi, pourrait faire partie du lot et il est très en colère, vous allez l'entendre. Moi, quand j'ai été acheter ma voiture et choisir ma voiture, j'ai regardé bien évidemment les émissions de gaz, enfin de toxiques là, pour les voitures. Aujourd'hui, finalement, ma voiture, je me rends compte qu'elle pollue 40 fois plus que c'est indiqué sur la fiche technique. C'est un véritable scandale, madame. C'est de l'arnaque totale. Voilà, alors l'impression d'avoir été trompé, c'est aussi ce qui anime Stéphane. Pourtant, c'est un client fidèle de la marque, il en est à sa 3e Volkswagen, mais désormais, c'est terminé. Je trouve que c'est complètement malhonnête. Il y a des règles, il faut les respecter et c'est pas cool du tout. Et s'ils mentent sur ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose où on pourrait se méfier? Je sais pas, mais en tout cas, non, je me sens floué et j'envisage de toute façon de passer à l'électrique. Donc comme ça règle le problème et a priori pas chez eux. Voilà, alors Stéphane qui n'a plus du tout confiance en Volkswagen. Cette autre cliente, elle, met tout le monde dans le même panier et s'attend aujourd'hui à d'autres révélations. Moi, je crois plus personne, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. On va découvrir plein d'autres choses partout. Voilà, alors en tout cas aujourd'hui plusieurs dizaines de clients Volkswagen qui s'estiment lésés ont déjà porté plainte en France et ce n'est sans doute pas fini. Fabrice Godefroy, vous parliez de ces clients en tout début d'émission, voilà, on peut comprendre leur colère aujourd'hui. Non mais c'est certain, oui, ça c'est clair, ça les inquiète, ça c'est évident. Là c'est une triche avérée parce que malheureusement elle a été en plus assumée. Donc là c'est sûr que c'est... Bon, voilà, c'est catastrophique comme vous disiez. Ouais, moi j'ai même pas de commentaires par rapport à ça. François Cueno, par rapport à ce qu'on a entendu. Ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, que c'est a priori seulement un cas isolé Volkswagen. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, les études qu'on a pu faire, nous, sur une trentaine de véhicules, il y avait toutes les marques. Volkswagen est dans le même lot au niveau de dépassement des émissions en conditions réelles. Voilà, ils étaient dans la moyenne, ni bons ni mauvais élèves.
Donc aujourd'hui, il y a peut-être qu'ils utilisent d'autres façons de le faire, les autres constructeurs, mais en tout cas, le constat est le même pour les autres constructeurs. Donc vous vous attendez à d'autres révélations comme cette cliente? On s'attend à d'autres révélations, oui. Ouais. Incessamment sous peu, c'est sûr. Ouais, vous avez des choses à nous dire en avant-première? Non? Bon, d'accord. On n'en saura pas plus sur question. Jean-Claude Dreyfus. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que tout le monde est dans le même panier et est-ce que vous aussi, peut-être de toute façon, j'ai pas l'intention d'acheter une voiture et que si je devais aujourd'hui acheter, j'essaierai de me débrouiller avec mes syndics et tout pour peut-être faire de l'électrique quand même. Ouais. Si je trouve pas de l'hybride, mais j'ai pas tellement d'avis là-dessus, pour vous dire la vérité. Fabrice Godefroy, plus généralement, alors évidemment ces gens qui ont une Volkswagen, ils vont avoir de gros problèmes pour la revente, ça c'est clair. Mais globalement aujourd'hui il y a le problème du parc qui vieillit, les gens qui ont un vieux diesel, ceux-là aussi, le diesel avec la mauvaise image qu'il peut y avoir aujourd'hui, les mesures d'interdiction, ils vont peut-être être perdants aussi, ça rend compliqué, non, le fait de pouvoir changer de véhicule facilement. Alors on a regardé un peu les statistiques du parc roulant, alors partie diesel. Il y a à peu près une 40% de véhicules qui sont de Euro 5, Euro 6 dans des véhicules récents. Donc quand même le parc se rajeunit quand même assez rapidement quand même. Après vous avez 53% de têtes de véhicules qui sont Euro 4, Euro 3. Qui sont donc des véhicules évidemment un petit peu plus polluants que les nouvelles générations. Par contre, c'est des véhicules qui pourraient être sauvés par des systèmes de dépollution en post-équipement, parce qu'il existe ce genre d'équipement, notamment. On peut rajouter des choses. Oui, par exemple, il y a un système qui existe en Allemagne. Alors, le mot Allemagne, en ce moment, on a du mal à le citer, mais c'est pas le seul endroit. Il y en a en Angleterre, en Italie. Enfin bref, ça existe dans plein de pays européens. C'est un système, et d'ailleurs il y a des équipementiers allemands, mais des équipementiers anglais aussi qui fabriquent ce genre de rétrofit. Et en fait, c'est la possibilité de mettre sur une ligne d'échappement ancien modèle un filtre à particules qui pourrait dépolluer les particules. Alors pas aussi d'une façon aussi efficace qu'un filtre à particules d'origine, mais qui freine quand même les particules d'une façon assez importante quand même, entre 50 et 60%. Bon, ça c'est pas quelque chose de virtuel, parce que c'est quelque chose qui existe notamment en Allemagne, et il y a à peu près 500 000 véhicules qui ont été équipés, et d'ailleurs ça leur permet de rentrer dans les zones de faible émission, parce qu'on parle pas des zones de faible émission, mais c'est ce qu'ils veulent faire à Paris, même en ayant un ancien véhicule. Donc ça c'est une solution parmi d'autres, il y en a certainement d'autres évidemment, et nous on en propose d'autres. Mais voilà, c'est clair. Après, vraiment, les vieux véhicules polluants, il en reste 5, 6, 7%. Donc, le reste. Donc, ceux-là, effectivement, plus vite fait, où ils seront sortis, et plus vite fait, on aura une solution de dépollution, c'est clair. François Queneau, je vous ai senti un petit peu sceptique sur ces boîtiers, ces installations, ces filtres intermédiaires. Déjà, au niveau de l'image du diesel, on peut dire qu'elle en a pris un coup certain, déjà de par les déclarations d'Anne Hidalgo, par exemple, à Paris, qui va interdire le diesel en 2020. Par le cas Volkswagen, à mon avis, donc toutes les valeurs résiduelles des véhicules diesel va diminuer grandement. Que ce soit Volkswagen ou autre, à mon avis, les gens aujourd'hui s'éloignent en tout cas du diesel assez rapidement. Au niveau du rétrofit, moi, les discussions que j'ai avec les fabricants de filtres au niveau européen montrent que pour le véhicule léger, ils ne croient pas que c'est une solution qui marche bien, puisque il y a des problèmes de température, etc. à l'échappement. Ça marche bien pour les véhicules lourds, donc bus et poids lourds éventuellement. Pour les véhicules légers, c'est plus compliqué. 7000 véhicules équipés à Paris, déjà, en poids lourd et en bus. En poids lourd, ça marche. En poix lourd, on n'y a pas de solution alternative en plus en termes de carburant pour les poids lourds. Non. Très peu. Non, tout à fait. Bien, nous allons continuer notre aventure en diesel en musique sans attendre, et dans quelques minutes nous reviendrons sur l'avenir du diesel, comment on peut s'en sortir avec le diesel aujourd'hui, ou vers quoi le diesel va-t-il se tourner. Ça peut être terrible parce que le français est débrouillard, et puis parfois il s'en bat la pêche bas, il va peut-être y avoir des gros prix à la baisse, ils vont racheter toutes les voitures. Mais c'est surtout, moi je me disais, ils vont peut-être puis les jeunes conducteurs qui sont à la recherche d'un véhicule souvent pas cher, c'est vrai qu'ils risquent de se tourner vers ce type de véhicules qui sont pas chers du coup. Donc ça va polluer encore plus. Et ils vont pas s'arrêter de circuler, je pense. Non, c'est clair. Ouais. Ligne de conduite sur France Bleu 107.1. Allez, le diesel en musique, ce n'est pas évident. Pourquoi soit en tant que diesel, soit en tant que gasoil à la pompe, il fait son apparition dans les chansons? Eh bien parce que certains s'en sont inspirés. C'est l'heure de continuer notre quiz diesel ou pas diesel. Je vous rappelle le principe, ou c'est bon, je vous donne le nom d'un artiste, vous me dites diesel ou gasoil si ça a pollué son œuvre, et on vérifie ça en musique. Petit piège, allez, pour commencer. Vin Diesel, diesel ou pas diesel?
C'est un acteur. C'est un acteur. Qui a chanté aussi, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Vin Diesel. Ah non, il est tournesol, lui. C'est vrai qu'il chante pas vraiment. Il a chanté il n'y a pas longtemps. Chante pas mal quand même l'acteur. Vin Diesel, c'était un hommage rendu à Paul Walker, son compère de Fast and Furious, qui est disparu dans un accident de voiture en novembre 2013. Diesel qui chante See You Again, la chanson du film. Alors par contre, on ne sait pas combien de litres de gasoil consomme un tournage de Fast and Furious. Ça, on ne sait pas. Maya Barsoni, Diesel ou pas Diesel? Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Bon, alors, on la connaît pas, alors il est sûrement Diesel. Ici c'est le bordel, y'a plus d'amour, à la pompe à diesel. C'est le titre de son album également, La pompe à diesel. Ça a pas mal tourné sur les radios quelques temps, mais ça fait partie des artistes qui tournent et puis qui disparaissent. Vous avez dû vous creuser les ménages pour arriver à en trouver. Hein. J'ai passé 3-4 heures. Franchement, il y en a quand même, tenez, Pascal Obispo, Diesel ou pas Diesel? Je dirais non, mais... Oui, c'est un chanteur pour Jean-Claude Dreyfus. Ça fait froid dans le dos, ce n'est que courant d'air chaud, l'électricité. Voilà, c'est l'électricité pour Pascal Obispo. Si je vous dis trio, Diesel ou pas Diesel? Ah, plutôt pas Diesel, mais bon. Pas Diesel, mais du coup, ils l'ont chanté, Émilie. Ah bah oui. Le ciel se voile, les glaciers transpirent, Babylone. Babylone, plein de gasoil, nos poumons quand on respire. Voilà, il fallait bien que ce soit associé quand même à un moment donné à l'environnement. Ici, on termine avec Laurent Voulzy. Diesel ou pas Diesel? Ah, il est capable d'avoir dit, elle disait elle. Ah, on est mal, pas mal. Ouais, on n'est pas loin de ça, écoutez. C'était la gasoil. L'eau grise que le gasoil irise. Ouais, c'est du Laurent Voulzy, pas mal, hein, Jean-Claude Dreyfus, on va le garder. Bon voilà, pour ce quiz Diesel ou pas Diesel, je suis content qu'il soit passé. La prochaine fois, vous me prévenez quand vous faites une émission comme ça. On peut vous féliciter parce que il fallait franchement, c'est pas mal. Alors c'était ludique. France Bleu 107.1, ligne de conduite avec Émilie Defay et Michael Tardy. Allez, dernière ligne droite, merci Jean-Claude Dreyfus. Dernière ligne droite de ligne de conduite. Le diesel a-t-il encore un avenir devant lui? On va donner la parole au porte-parole des dieselistes, quand même, président de l'association des dieselistes de France. Fabrice Godefroy. Alors moi j'en suis persuadé. Après évidemment il y a plein de choses à mettre en place. C'est-à-dire qu'effectivement pour moi la solution, la clé de la dépollution du parc c'est la norme et le respect des normes. Donc effectivement il faut qu'elle soit contrôlée d'une façon peut-être plus réaliste. Les tests qui vont être mis en place au niveau européen en 2017 qui prévoient plus de tests sur route. Vous êtes pour? Oui, pour. Bon actuellement notamment le protocole de vérification actuel, bon il est peut-être obsolète, c'est possible. Par contre il a le mérite d'être le même depuis maintenant des années et des années. Donc, il permet quand même, selon les mêmes critères, de vérifier quand même la baisse de la pollution régulièrement. Bon, voilà. Alors après, effectivement, ils sont statiques. Il faut peut-être les mettre d'une façon plus réelle. Bon, après, il faudra trouver quelle est la phase normale d'utilisation, parce que c'est ça le problème. On parle de phase normale d'utilisation, mais quelle est la phase normale d'utilisation? Donc ça, c'est autre chose. Après, non, oui, je pense que le diesel aura toujours sa place, parce qu'on en a besoin, notamment pour, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais pas le répéter, mais pour tous les gros rouleurs, et qu'il a une place, surtout s'il est dépollué d'une façon claire. Voilà, bon, c'est sûr. François Queneau. Non, à moyen terme, je pense que voilà, le diesel n'a plus sa place, puisqu'on veut diminuer quand même à l'horizon 2050. Il faut que le secteur du transport soit totalement décarboné, donc on ne pourra plus faire avec le diesel ou même avec l'essence. Donc il faudra se passer d'énergie fossile complètement. Donc voilà, il faut commencer dès maintenant. Vous mettez diesel, essence dans le même panier alors. Donc vous, c'est tous les moteurs thermiques qui n'existeront plus, c'est ça? Ah oui, il faut si on veut atteindre nos objectifs climat, il faut décarboner ce secteur transport. Alors, là, c'est juste une question. Quelle est la solution alternative alors pour transport et environnement? La mobilité électrique. Jean-Claude Dreyfus l'a mentionné, et les usages partagés de véhicules. On n'a plus besoin d'avoir la propriété de son véhicule pour les grands trajets. Peut-être qu'on pourra louer des véhicules qui fonctionneront d'une autre manière. Peut-être avec l'induction, c'est encore très cher aujourd'hui. Peut-être avec l'hydrogène, pourquoi pas, c'est encore aussi assez coûteux. C'est vrai que l'énergie fossile est encore
une énergie efficace aujourd'hui, mais il faudra bien qu'on s'en passe si on veut pas réchauffer la planète de façon inacceptable et irrémédiable. Moi, c'est la chose sous laquelle là-dessus j'ai un peu plus de mal, parce qu'en fait, effectivement, on essaye de nous faire remplacer le moteur thermique avec la solution soi-disant la plus écologique qu'est le véhicule électrique. Mais après, il faut se remettre quand même dans le contexte, parce que là, pour l'instant, c'est 1 ou 2% du marché le véhicule électrique, donc pas de problème. Demain, si on passe à 10, 20, 30% de véhicules électriques, il va falloir y aller en kilowattheure. Donc en kilowattheure, il va falloir effectivement faire marcher à plein les centrales à charbon, très polluantes aussi. Là, il y a une pollution collatérale, et puis après, il y a le nucléaire, parce que là, il va falloir y aller à fond. Hein. Parce que là, c'est pas des téléphones portables qu'on va recharger, c'est des véhicules, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la petite chose qui me dérange au niveau écologique, c'est qu'effectivement, on va dire, le véhicule électrique n'est pas polluant localement. D'accord, parce qu'il ne fait pas d'émissions. Par contre, on est en train de détruire l'écosystème de plein de pays pour aller fabriquer les batteries, notamment des batteries au lithium, et on est en train de détruire l'écosystème de plein de pays, notamment le nord du Chili. Et ça, par contre, on n'en parle pas trop. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est de dire que le véhicule électrique est totalement écologique et que c'est la solution de l'écologie totale. Attention, le nucléaire à fond, le charbon à fond, et le lithium et la destruction de l'écosystème de certains pays. Ça me dérange un petit peu. L'électricité aurait donc pris de l'avance. Ils ont déjà leur scandale avant d'avoir commencé. Moi, je pense que c'est le prochain scandale, ça sera le véhicule électrique. Et en plus, il y aura un autre scandale, c'est que les gens qui achètent actuellement des véhicules électriques, qui ont des autonomies très faibles, 100 km, l'automobile va très très vite. Alors il va très vite dans la dépollution, parce que effectivement c'est un peu comme le téléphone portable. On a déjà acheté un téléphone portable et quelques mois après il y a le nouveau S qui sort. Je donne pas la marque, mais bon, ça fait que derrière il y a un nouveau portable et c'est pareil pour l'évolution. Donc l'électricité sera pareil. Peut-être que dans 4-5 ans, on aura des véhicules qui auront 200-300 km d'autonomie. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui ont acheté des véhicules électriques qui ont 100 km d'économie? Ils pourront plus les vendre, elles sont invendables ces voitures. Donc effectivement, on en reparlera, peut-être qu'on se retrouvera sur ce plateau-là dans 2-3 ans, et vous verrez que le nouveau scandale, ça sera peut-être le véhicule électrique. Bon signe, ça voudrait dire qu'on aura encore du boulot. Des décharges de batteries énormes partout, et on ne saura pas quoi en faire. Ou alors vous mettez des éoliennes un peu partout, alors sur le périph', pourquoi pas. Peut-être que les Parisiens seront contents d'avoir des éoliennes partout, ou sur le toit. C'est pas silencieux une éolienne non plus. Ouais, sur le toit des voitures, c'est pas mal. On va redonner la parole à dire que l'énergie parfaite est celle qu'on consomme pas. Donc pour ses besoins de mobilité basiques de quelques kilomètres, on peut utiliser ses pieds, sa bicyclette, le transport en commun. On n'a pas besoin, faut arrêter de voir la voiture comme le couteau suisse de la mobilité. Il y a un outil pour faire tous les besoins de mobilité, ça peut plus durer. Il faut vraiment passer au-delà de ça aujourd'hui. Et on voit que le diesel a répondu à cette question pendant des années, mais il faut vraiment passer au-delà et passer à autre chose. Au niveau de la ressource en électricité, on peut très bien fournir une demande assez importante avec les énergies renouvelables, que ce soit l'hydraulique, l'éolien, le solaire, photovoltaïque ou autre. Voilà, on a des moyens aujourd'hui. Il faut que ça aille main dans la main, c'est sûr. Il faut pas développer le véhicule électrique si derrière ça va du charbon ou du nucléaire. On peut le faire aujourd'hui. On a les moyens. Le coût serait quand même relativement faible. Voilà, il faut parce juste que là, franchir est-ce qu'on n'est pas en train, alors avec le discours de Ségolène Royal, notamment la ministre de l'Environnement, de favoriser à nouveau une énergie plutôt qu'une autre, et l'électrique. Bon, même si pour l'instant ça marche pas forcément beaucoup, mais est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qu'on a fait avec le diesel en l'avantageant pendant des années? Nous, chez Transport Environnement, jusqu'à présent, on avait vraiment une approche de neutralité technologique. Mais là, pour la mobilité électrique, on a cassé ce paradigme et on s'est dit, c'est le seul moyen d'atteindre le zéro carbone à moyen et à long terme. Il n'y a pas d'autre moyen. Les biocarburants, ils montrent une efficacité relative. L'hydrogène, il va être très coûteux. L'efficacité est assez moyenne. À part l'électricité, je ne vois pas quelle solution peut amener le zéro carbone. Reste à produire de l'électricité propre. Ça va main dans la main avec le développement du véhicule. C'est exactement ça. Et c'est là tout le problème. Il y a les moyens de le faire. Jean-Claude Dreyfus, vous rachèterez plus jamais de gasoil? Plus jamais de diesel? Pour mon camping-car, je suis obligé. Oui. Juste pour le camping-car, alors. Ou alors il faut que je mette, je fasse une roulotte immobile. Tractée par des chevaux? Oui, bien sûr. Oui, on va pas. Mais vous savez comment je voyageais en Avignon quand on a créé mon spectacle, le Chant des Oliviers. Je voyageais avec des jeunes gens. Ils ont une petite entreprise. Ils font comme on voit à Paris, on sort pour les touristes des petits vélos. Ouais. C'est pas de l'esclavage. Ils ont décidé de faire du sport et de muscler leur mollet, et j'avais aucun problème de pollution là.
On peut aller vous voir à vélo aussi, en transport en commun ou à pied au Splendide. Difficilement se garer devant le... C'est compliqué pour se garer devant le Splendide. Devant le Splendide, mais il vaut mieux venir en métro ou en calèche. Le Chant des Oliviers, du mardi au samedi à 19h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Jean-Claude Dreyfus. C'était très amusant, hein, j'ai beaucoup aimé. Eh ben, ravi que ça vous ait plu. Merci à Fabrice Godefroy, également président de l'association dieselistes de France. Merci beaucoup. D'avoir été à nos côtés. Et puis François Queneau, chargé de mission chez Transport et Environnement, Fédération d'associations européennes de protection de l'environnement. Merci. Également, et vous reprenez le vélo, je crois. Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On n'a rien résolu, mais c'était très intéressant. On n'avait pas cette prétention. Ouais. Émilie Defay, la semaine prochaine, sécurité routière. Oui, on parlera sécurité routière. Un autre sujet, les nouvelles mesures annoncées il y a 15 jours par le Premier ministre vont-elles permettre de réduire le nombre de morts sur les routes? Seront-elles efficaces? Oui, écoutez, pourquoi pas. Rendez-vous donc samedi prochain, 15h à 16h sur France Bleu 107.1 à Paris. Retrouvez Ligne de conduite en podcast sur francebleu.fr.